Bon, je crois que c'est l'heure. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bien sûr, très heureux de vous retrouver. Ce que j'ai essayé de faire la dernière fois, c'est très important, c'est de vous faire comprendre pourquoi ça avait un sens de parler de biomasse dans le contexte de la transition énergétique. Ça a plus qu'un sens. Hein. Vous avez bien compris, j'espère, que tout ne sera pas électrique, que nous aurons besoin de carbone. Si ce n'est pas des fossiles, qu'est-ce que c'est? Et alors, tout le monde nous dit, c'est la biomasse. Facile, il y en a plein, et on sait tout, on sait faire. Voilà, donc c'est cette question qui est posée. Donc vous avez eu des chiffres, hein, au fond, dans les scénarios, c'est à peu près, retenez ce chiffre, parce que la semaine prochaine, on répondra à la question, est-ce qu'on les a, ces 450, 500 TWh? Et évidemment, si on ne les a pas, ça change un peu la donne. Si on les a, bah, tant mieux, enfin, etc. Alors, je ne vais pas tout de suite vous donner la réponse. Le suspense doit monter. Mais il faut quand même donner un peu de définition de ce qu'on appelle la biomasse. J'ai parlé de la photosynthèse, hein, d'une manière générale, mais qu'est-ce qu'on appelle biomasse? Qu'est-ce que c'est exactement que ces différentes biomasses dont on peut faire soit des choses, soit d'autres? Comment les transformer? Voilà, les technologies diverses. La situation. Alors, à la fin, comme d'habitude, nous avons un séminaire. C'est François Jérôme, que je présenterai tout à l'heure, qui est un grand spécialiste en français de l'utilisation de la biomasse pour faire des molécules d'intérêt. Et donc, j'avance. Si ça avance, ça, oui. Voilà, donc, oui, il faut savoir d'abord de quoi on parle. Il y a toutes sortes de définitions qui existent, et à partir de là, toutes sortes de classifications de la biomasse. C'est assez complexe. Tout le monde ne la définit pas de la même façon, tout le monde ne les classe pas de la même façon, ce qui, d'ailleurs, crée un problème et découle parfois sur des incertitudes quand on compare les quantités de biomasse d'une étude à l'autre, parce qu'on ne traite pas tout à fait les mêmes périmètres. C'est assez pénible, cette affaire-là. Mais voilà, donc retenons d'abord que la biomasse, c'est l'ensemble de la matière vivante ou issue du vivant, végétale et animale, présente sur la Terre. C'est au fond tout le produit de la photosynthèse. Alors après, il y a des définitions officielles. Alors ici, j'ai retenu un certain nombre de textes de directives du Parlement et du Conseil européen. Vous voyez que c'est plus complet, je le lis, hein. Et chaque mot est important. Hein. C'est la fraction, alors maintenant, biodégradable, des produits, des déchets, des résidus d'origine biologique. Alors, l'agriculture, y compris végétale et animale, la sylviculture, donc la forêt, les industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets. Et là, on tombe sur, et on va le retrouver souvent, déchets industriels, déchets municipaux, etc. Une première façon de classer ces biomasses, c'est assez intéressant, c'est peut-être... Alors, François me corrigera sans doute sur un certain nombre de points, mais j'aime assez faire la différence entre ce qu'on appelle les biomasses sèches ou lignocellulosiques. Pourquoi? Parce que, comme vous le verrez, celles-là, elles sont assez difficiles à traiter, à récupérer. Et là, on tombe sur le bois, les pailles, voilà, l'herbe, les cultures énergétiques, à vocation énergétique. Voilà. Et puis, tout ce qu'on appelle les biomasses humides, biomasse sucrière, déjection animale, liqueurs de papeterie, déchets agroalimentaires, ordures ménagères, etc., qui sont plus faciles à traiter. J'évoquerai certaines utilisations de cette biomasse, mais retenez, hein, bien sûr, vous vous en doutez, que je me place dans le contexte de la biomasse énergétique. La question que je pose, c'est est-ce qu'on peut en faire de l'énergie, hein. Après, la biomasse est utilisée, comme vous le verrez, dans d'autres applications. Hein. Je vais parler du bois d'œuvre, du bois industrie, enfin, etc. Mais évidemment, ce n'est pas fait pour être cramé. Voilà, ça c'est une figure un peu complexe, mais je l'ai sortie à nouveau, je vous ai parlé
Alors, il devait sortir la semaine dernière, il va sortir bientôt. Enfin, le rapport sur la biomasse de l'Académie des sciences, c'est une des figures de ce rapport, mais c'est une autre façon de classer les différentes biomasses, et ça va être beaucoup utilisé dans ma présentation. La biomasse agricole, d'une part, donc c'est tout ça, hein. Voilà, je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais vous le voyez à mesure que je parle. Là, la seconde partie, c'est la biomasse forestière. C'est tout ce qui est dérivé du bois. Et puis, la troisième partie, alors après, vous pouvez les décomposer en différentes sections, mais la troisième partie, c'est les déchets. Donc, on travaille en gros avec ces trois choses-là pour simplifier, hein. Biomasse agricole, biomasse forestière et déchets de toutes sortes. Alors, j'avais cité notamment ce rapport, hein, qui est très récent, de la Commission de régulation de l'énergie 2023, et là, j'ai simplement copié-collé un certain nombre de choses parce que c'était assez bien fait, mais je vais relever ici certains éléments, en commençant par la biomasse agricole. Alors, ici, je l'ai intitulé biomasse à cycle court parce que c'est peut-être le plus gros avantage de cette biomasse agricole. C'est en effet qu'elle est à cycle court. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est en train de parler d'une biomasse qui se régénère, je dirais, en gros, au rythme annuel, hein. Donc, bon, que ça constitue un puits de carbone, certes, toutes les biomasses. La France dispose d'un potentiel important, évidemment. Nous avons une surface agricole, enfin, nous sommes un pays agricole. Et puis, c'est ce point-là, une courte période de reconstitution. On parle de culture annuelle, voire à cycle plus court. Et donc, la consommation de cette biomasse, qui est rapide, hein, parce que quand vous brûlez un biocarburant, c'est instantané, si ça se régénère dans l'année, avec le CO2 qui a été émis, hein, dans ce fameux cycle vertueux, effectivement, il y a une certaine cohérence à parler d'une biomasse neutre en carbone. Comme vous le verrez, en réalité, ce n'est pas vrai, mais c'est plus vrai avec une biomasse à cycle court qu'une biomasse à cycle long. Voilà. Et puis, il y a déjà, on sait le faire, je l'ai dit, des biocarburants, du biogaz à partir de cette biomasse agricole. Donc, on sait faire, on sait exploiter cette biomasse. La limite, c'est que, évidemment, et ça je le redirai à plusieurs reprises, je l'ai déjà dit, il faut un encadrement strict de cette utilisation de biomasse, puisque là, on tombe sur, possiblement, et pour le moment c'est le cas, avec une compétition avec l'utilisation de cette surface agricole pour la production agroalimentaire. Donc là, il faut contrôler tout ça, pas déborder et pas se retrouver en situation de perte de sécurité d'approvisionnement agroalimentaire. Alors il y a tout un tas de conséquences, hein, si on exploite trop massivement cette biomasse agricole. C'est des changements d'affectation de sol, c'est la sortie d'une matière organique du sol qui est là parfois, enfin qui sert à l'enrichir, et si on la sort, évidemment, on perd cet enrichissement du sol. Et puis, comme vous le verrez, je l'ai déjà dit, en réalité, en termes d'émissions de CO2 et en termes de rendement énergétique, ce n'est pas toujours formidable. Je donnerai quelques chiffres tout à l'heure. À l'inverse, la biomasse forestière, on peut l'appeler, enfin je l'ai intitulé ici biomasse à cycle long, parce que là c'est le contraire, hein. Évidemment, vous brûlez du bois à l'instant T, vous brûlez un arbre à l'instant T, ça peut prendre 2-3 heures. Bon, il faut plusieurs dizaines d'années pour le reconstituer, hein, donc c'est ça le principe, hein. Donc là, effectivement, et d'ailleurs, je parlerai assez peu de cette biomasse forestière, parce que tout simplement, au fond, tous les scénarios s'accordent pour dire qu'on en fait déjà une certaine utilisation, hein, notamment pour le chauffage, mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin, et tous les scénarios n'évoquent pas une montée de l'utilisation de la biomasse forestière, ce qui est à peu près raisonnable.
Alors évidemment, comme vous le verrez, on a aussi un potentiel important de forêt. Hein. Ça peut être tentant d'aller cramer nos forêts pour produire de l'énergie, mais enfin, puits de pétrole. Oui, par ailleurs, les forêts, l'endroit où les forêts poussent, ce n'est pas un endroit où on fait pousser des aliments, donc ça a aussi cet avantage-là. Donc stockage de carbone. Et les inconvénients, évidemment, c'est que l'usage énergétique, comme je vous l'ai dit, est émetteur de CO2. En 2 heures, la combustion de l'arbre produit du CO2 et il faut des dizaines d'années pour récupérer le CO2 par la photosynthèse, la quantité équivalente. Donc il y a effectivement transitoirement une montée de CO2. Donc c'est pas, il faut faire très, très attention. Et en effet, il y a tout. Je ne suis pas spécialiste de forêt, il y a un rapport, hein, il y a aussi un rapport de l'Académie des technologies et des sciences hein, sur la forêt qui est intéressant, mais tout indique que les forêts sont aujourd'hui fragiles, sensibles. La surface forestière augmente en France, hein, mais ce sont des forêts qui sont un peu en difficulté à cause évidemment des modifications climatiques, sécheresse, tempêtes, ravageurs, etc. Bon, il y a d'autres éléments qui sont indiqués ici, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, hein, encore une fois, je n'ai pas de compétences particulières, un vrai enjeu à faire attention à nos forêts, à les gérer, à attirer des jeunes qui veuillent y travailler. C'est un sujet absolument majeur. Voilà, donc il faut une biomasse soutenable qui prend en compte l'ensemble des choses. Évidemment, il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation où un enfant demande à manger des légumes et qu'on lui sert de l'éthanol, même si c'est du bioéthanol. Donc, un certain nombre de mots-clés pour cette définition de soutenabilité de la biomasse, hein. Pas de compétition avec les ressources alimentaires, pas de déforestation, donc pas toucher au stock, respecter le rythme de croissance des plantes, n'exploiter que les pousses annuelles, etc. Et puis, on le verra, pas zéro carbone, parce que ça n'existera pas, mais le minimum de carbone, pas simplement dans l'utilisation du produit final de la biomasse, mais dans toute la chaîne. La culture, la collecte, le transport, la transformation, tout ça sont des étapes qui sont émettrices de CO2. Donc, même s'il y a cet engouement pour l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques, il faut absolument que les scénarios prennent en compte, certains le font, d'autres pas toujours, tout un tas de mesures concrètes. Il faut faire le bilan de toutes les consommations énergétiques qui conduisent au biocarburant, au biodiesel, au biogaz final. Ce n'est pas parce qu'il est bio que, par définition, il est magnifique. Il y a tout un tas de consommations d'énergie pour produire des engrais, pour produire des pesticides, dans l'utilisation des machines agricoles, dans le transport des récoltes, etc., dans la conversion de la biomasse. Il faut traiter la lignocellulose, il faut distiller l'éthanol, il faut extraire les lipides, enfin, etc., etc. Tout ça, c'est de la consommation d'énergie. Donc à la fin, il faudra avoir un paramètre qui nous dira voilà la quantité d'énergie que j'ai avec mon biocarburant, mais combien d'énergie j'ai consommé pour le produire. J'introduirai tout à l'heure ce paramètre ROI, en anglais Energy Return of Investment. Même question pendant tous ces processus. Il y a des émissions de CO2, donc ce n'est pas parce que c'est un produit de la biomasse, ce fameux cycle que je vous ai indiqué la semaine dernière, qui fait qu'on parle d'une ressource neutre en carbone. En réalité, toutes ces étapes dont j'ai parlé, elles se traduisent aussi par des émissions de gaz à effet de serre. Mesurer aussi les impacts sur la qualité des sols par une intensification, en tout cas significativement plus forte
de l'agriculture. Attention à la consommation d'eau, la limite des ressources minérales, je parlerai des limites de surface, le coût économique. Vous voyez, enfin, tout ça, c'est ça vous montre que il faut faire très attention, et aujourd'hui on a bien conscience de tout ça, mais il nous arrive parfois de nous lancer dans une technologie sans avoir compris tous ces aspects-là, et dans le cas de la biomasse, c'est particulièrement important de bien mesurer tous ces aspects. Et je peux vous dire, pour avoir étudié l'ensemble des scénarios aujourd'hui français, en tout cas, c'est très difficile. Les informations n'existent pas globalement dans des études où elles sont parcellaires, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs l'Académie des sciences, à nouveau, dans ce fameux rapport que vous lirez sans doute dans quelques jours, de faire un certain nombre de recommandations dans ce sens, d'aller vraiment très loin dans ces analyses-là. Oui, donc je parlerai de transformation, hein, parce que, évidemment, voilà, on ne met pas des branches dans une voiture, il faut tout un tas de transformations pour avoir un biocarburant. Alors, rapidement, je vais passer les différentes ressources de biomasse. En fait, il y en a. Là, vous voyez, je vais faire une autre division. Je vais parler de biomasse solide, de biomasse gazeuse, et de ressources solides, de ressources gazeuses et de ressources liquides, dérivées de la biomasse. Donc, il y a le bois. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, hein, je l'ai redit, c'est le bois énergie, mais comme vous allez le voir, le bois n'est pas utilisé, vous le savez, uniquement pour l'énergie. Il y a ce qu'on appelle le bois d'œuvre. Alors c'est tout le bois que vous trouvez dans les charpentes, dans les constructions, dans la menuiserie, l'ameublement, etc. Donc ça a une valeur économique très importante. Vous avez le bois industrie, panneaux, papier, carton, chimie verte. Je crois que François nous parlera de choses un peu dans ce secteur-là. Et puis le bois énergie, ben, c'est essentiellement la production de chaleur. Hein. La France est le premier consommateur de bois pour le chauffage. 90% du bois que nous consommons, c'est pour la production de chaleur. Un tout petit peu pour la production d'électricité, un tout petit peu pour les biocarburants. Voilà, alors, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais en gros, si vous partez du haut vers le bas, le bois... le bois d'industrie et le bois énergie, c'est plutôt le haut. Le bois d'œuvre, c'est plutôt le bas. Tout ça est traité par les spécialistes. Alors, aujourd'hui, vous voyez, la forêt, le capital de la forêt française, c'est 2,7 milliards de mètres cubes. Et elle augmente, hein, la forêt française, vous le savez, augmente. C'est à peu près 90 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, nous en retirons à peu près 55. Donc nous retirons moins que la pousse annuelle. Et elle se répartit aujourd'hui, vous voyez, en 20 millions de mètres cubes de bois d'œuvre, hein, c'est la partie orange là. Vous avez 10 millions de mètres cubes du bois industrie, c'est la partie jaune, et le bois énergie, c'est à la fois la partie commerciale, et puis une partie très importante qui n'est pas commerciale, c'est tout le bois qui est ramassé par les individus et qu'ils mettent dans leur cheminée et dans leur chaufferie. Voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Et bon, comme vous le voyez, enfin, si on prend les 15 dernières années, ça bouge pratiquement pas. D'accord ? On n'est pas dans une période d'exploitation accrue de la forêt. Alors, bon, ça, je vais aller vite, je le redis, hein, le bois énergie, évidemment, c'est que... Bon, c'est les deux points ici. Globalement, c'est émetteur de CO2. D'ailleurs, c'est même plus émetteur que... Enfin, quand on brûle du bois, c'est plus émetteur que
la combustion du pétrole et du gaz. Et ça, c'est donc lié au fait qu'en effet, la vitesse de combustion est plus grande que la vitesse de régénération des forêts. Évidemment, ça vient en compétition avec le bois construction, bois d'œuvre et bois industrie, mais comme vous l'avez vu, les répartitions sont assez stables, donc pour le moment, la compétition est gérée. Mais pour toutes les raisons que j'ai indiquées, et je m'arrêterai là avec le bois et je n'en parlerai pratiquement plus, à nouveau, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne pourra que très très marginalement augmenter notre consommation de bois pour faire de l'énergie entre la situation d'aujourd'hui et mettons, à l'horizon 2050, donc essentiellement pour la chaleur industrielle, les chaufferies collectives, les bâtiments, les maisons, etc. Alors il y a beaucoup plus d'enthousiasme sur le biométhane et sur le biogaz. Vous en avez tous entendu parler. Pour ceux qui sont debout, il y a des places un peu partout. Biogaz et biométhane. Alors tout de suite, qu'il soit clair, c'est pour ça que je l'ai mis d'entrée, le biométhane, il est bio parce qu'il vient de la biomasse, mais c'est toujours du méthane. Je me suis amusé la dernière fois à faire un peu d'humour sur la notion de biométhane décarboné. Je trouvais ça assez amusant parce qu'il est quand même sacrément carboné, le biométhane. Alors, le sens, je comprends évidemment que le sens de décarboner, c'est ce que vous voyez dans les scénarios, le sens de décarboner, c'est parce qu'il n'est pas produit à partir de fossiles. Mais c'est quand même pas très intelligent, je pense, d'utiliser ces termes-là. Je préférerais qu'on les évite. Voilà, alors pourquoi le gaz, c'est si intéressant, le biogaz ? D'abord parce que nous sommes une société de gaz. La France, la planète, utilise massivement du gaz. Alors c'est du gaz fossile qu'on retire des profondeurs de la Terre, mais on a tout un tas de technologies de manipulation de ce gaz à des échelles massives, à l'échelle de la planète et à l'échelle de la France. Ici, j'ai donné deux exemples. On a des réseaux de gaz. Je vous ai même montré la dernière fois que ces réseaux de gaz, ils s'étendent sur toute l'Europe. On échange des gaz à très longue distance. Enfin, voilà. Donc ça, on sait faire ça. Et ces réseaux de gaz, si c'est du méthane, qu'il soit bio ou pas, on peut les utiliser. On a des fortes capacités de stockage de gaz en France. D'ailleurs, vous vous souvenez, au moment où il y avait des problèmes d'énergie avec le démarrage de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on comptait le remplissage de nos réserves et on était fiers d'être à 80, puis 85, puis 90% de remplissage de nos réserves. Voilà. Donc, par ailleurs, on sait, vous allez le voir, qu'on sait quand même produire des choses. Enfin, on sait produire le biogaz à partir de la biomasse. Et je vais rappeler rapidement ce que c'est que la méthanisation. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de cohérence à dire, si on peut faire du biogaz à partir de la biomasse, effectivement, on retombe sur des technologies, des infrastructures que nous maîtrisons, donc ça a un sens. Alors, il faut le produire. Il faut produire le méthane, sans aller le chercher au fond de la Terre. Donc c'est ça la question. Au fond, vous avez ici toutes les possibilités de le faire. Alors, je vais ici tout de suite exclure la partie de droite, dont j'ai dit que j'évoquerai dans d'autres cours, d'autres années. C'est ce qu'on appelle le e-méthane ou le méthane de synthèse, c'est-à-dire il n'est pas du tout bio. C'est la réaction de méthanation. Il est e-méthane, e-méthane, en anglais, e-méthane, parce que c'est de l'électricité. Pourquoi ? Parce que c'est de la production grâce à l'électricité, donc de l'électrolyse de l'hydrogène, et de l'autre côté, la capture du CO2 émis dans les grands centres industriels émetteurs, cimenterie, métallurgie, centrales thermiques, etc.
Et on couple l'hydrogène avec le CO2 pour faire la réaction de méthanation. CO2 plus hydrogène donne du méthane. Donc ça, vous voyez, il n'y a pas une once de biomasse là-dedans. Donc, je le cite, je le rementionnerai à 2-3 reprises, mais ce n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est significativement moins mature que le biométhane. Et ensuite, donc, il y a l'utilisation de matières issues de la biomasse, donc à nouveau essentiellement agricoles et déchets, et donc que marginalement la forêt, je le répète, et il y a un certain nombre de technologies plus ou moins matures que je vais évoquer rapidement pour transformer ces matières, donc biodégradables ou lignocellulosiques, c'est plus difficile, par des technologies de méthanisation, de pyrogazéification, que je vais évoquer un tout petit peu plus en détail, et qui produit le biométhane. Et ensuite, ce biométhane, vous en faites ce que vous voulez, vous l'injectez dans des réseaux de gaz, vous le brûlez pour faire de l'énergie, éventuellement vous le mettez dans des moteurs. Voilà. Alors, à nouveau, ce qu'on appelle le e-méthane, le méthane de synthèse aussi, on parle de power to gas. Pourquoi ? Parce qu'on utilise de l'électricité pour faire des gaz. Alors on fait l'hydrogène et puis on fait le méthane. Chaque fois, avec des rendements, j'aurai l'occasion de rentrer très en détail sur les pertes de rendement dans un certain nombre de procédés lorsque je parlerai d'hydrogène. Donc cette partie-là, c'est ça, à nouveau je répète, électrolyse de l'eau, hydrogène, CO2 capturé, méthanation, méthane, voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, ça c'est beaucoup moins mature, c'est un domaine de recherche, je l'ai déjà dit, c'est une grande partie des recherches qu'on mène dans mon laboratoire ici est plus en lien avec cet aspect-là. Et comme c'est pas mature, c'est très cher. Et là, attention, donc, parfois je donnerai des exemples de prix, mais en fait, chaque fois, il faut comparer au prix de l'électricité, au prix du gaz, etc. Mais comme ce sont des variables très variables, effectivement, la comparaison dépend du moment, du prix du marché. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Vous voyez, dans des périodes normales, le prix du gaz naturel, c'est 20-25 € par mégawattheure. C'est monté très haut, je remonterai une courbe plus loin. Aujourd'hui, c'est autour de 30-40 €. Donc ici, vous voyez même le biométhane avec des prix les plus faibles qui sont autour de 90 € par mégawattheure, c'est quand même significativement plus élevé. Bon, donc je parlerai de méthanisation. Qu'est-ce que c'est la méthanisation ? C'est un procédé, je dirais, biologique, de production de méthane, puisqu'on utilise dans des réacteurs des micro-organismes qui dégradent la matière organique et transforment cette matière organique en méthane. C'est le principe. Et la pyrogazéification, c'est là un processus thermochimique. Et évidemment, on utilise la température, la pression des catalyseurs pour faire ça. Alors pourquoi cette différence ? Parce que, évidemment, les intrants sont différents. On ne traite pas les mêmes sources de matière organique pour faire de la méthanisation et pour faire de la pyrogazéification. Quand on est amené à faire de la pyrogazéification, c'est en gros parce qu'on a des intrants, des sources de biomasse qui sont très réfractaires à la dégradation par les micro-organismes. Donc il faut d'autres méthodes. C'est un exemple. Voilà, donc en gros, c'est ça la chaîne de méthanisation. Il y a déjà plusieurs centaines de méthaniseurs en France qui produisent du biogaz. Le principe, c'est ça, voilà. Vous récupérez des résidus de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, des déchets de collectivités, des déchets ménagers, des bouts de stations d'épuration, et vous envoyez ça dans une cuve, un digesteur, où vous mélangez ces intrants avec des bactéries qui font le boulot. Ça dure longtemps, une centaine de jours, 80 jours, à une température, vous voyez ici, de 40 degrés.
et ces bactéries travaillent pour nous, et elles dégradent la matière organique. Et ça produit deux choses. D'une part, un gaz, alors qui est un gaz un peu complexe, ce n'est pas du méthane pur, il y a du CO2, il y a un certain nombre de gaz. Et donc, il y a une étape de purification, et à nouveau, vous vous trouvez avec du méthane, et vous faites ce que vous voulez avec votre méthane. Et puis, vous avez un résidu. Vous avez des résidus de résidus, hein, on n'en finit pas. Il faut en faire quelque chose. Et là, il y a une perspective qui est débattue. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des questions d'environnement, mais néanmoins, il y a une source carbonée qui est peut-être exploitée par les agriculteurs, les mêmes qui, par exemple, ont fourni les intrants, les agriculteurs qui peuvent faire de l'épandage de ce digestat, on appelle ça un digestat, puisque c'est un produit de la digestion par les bactéries, un digestat qui a éventuellement l'avantage, qui a l'avantage de limiter la consommation d'engrais chimiques. C'est un engrais, sauf que c'est un engrais bio, ou naturel, si vous voulez, et effectivement, c'est assez, semble-t-il, efficace, mais ça pose tout un tas de problèmes aussi de régulation pour la sécurité. Tout ça est en cours. Mais c'est ça le principe, hein, si vous voulez. Je sais pas, j'ai pris un exemple. Je crois que la plus grande unité de méthanisation, c'est celle-là. Vous voyez à peu près la taille, hein, c'est pas non plus colossal comme infrastructure. C'est la plus grande unité de méthanisation en France, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est Total Energy qui a monté ça. Vous voyez, c'est à peu près 160 gigawattheures par an. C'est la consommation de gaz de 32 000 habitants, ça valorise 220 000 tonnes de déchets, ça produit 200 000 tonnes de digestats qui viennent en remplacement de 5 000 tonnes d'engrais chimiques, et ça évite 32 000 tonnes de CO2. Alors tout ça, il faut le rapporter à tout le reste, enfin une chose beaucoup plus globale. Ces chiffres paraissent importants, en fait, ils sont ridicules par rapport à la problématique globale. Mais c'est une seule unité, hein. Il y en a des centaines en France. On approche le millier, je crois qu'on y est peut-être. Et les perspectives, c'est d'en construire plus. Et des entreprises comme Total Energy ont des objectifs assez importants de construction de méthaniseurs pour produire du biogaz. Voilà. Alors, une information qui est utile, hein, c'est que tous les intrants ne sont pas équivalents. Et en gros, vous voyez, il y a une très grande variabilité. Hein. Bon, si vous avez le temps de lire tout ça, tant mieux, mais ce n'est pas très important. En gros, vous avez à gauche les effluents d'élevage, à droite les déchets de l'industrie agroalimentaire et déchets collectifs. Ici, les matières végétales. Et vous voyez, à l'intérieur de chaque famille, il y a des très grandes variabilités, mais en gros, les moins bons, ce sont les effluents d'élevage. Et en même temps, vous avez vu, c'est aujourd'hui les plus utilisés. Voilà. Donc, ça, c'est... Excusez-moi, j'aurais pu le préciser. En ordonnée, vous avez la quantité de méthane, le volume de méthane produit par tonne de ces matières brutes. Voilà, donc c'est assez... Alors, pyrogazéification, alors ça n'existe pas pour le moment. Enfin, ça n'existe pas à l'échelle industrielle. On nous parle, donc il y a un certain nombre de projets, on nous parle des premières unités en 2024. Bon, on nous parlait des premières unités avant, en 2022, 2023, enfin, etc. Mais aujourd'hui, donc, on parle de premières unités en 2024, donc ça n'existe pas, mais néanmoins, le principe est quand même pertinent, puisque, à nouveau, là, on s'adresse à tout un tas de biomasse, donc la biomasse sèche lignocellulosique, qui n'est pas traitable par les bactéries. Et là, on en a quand même des grandes quantités de tels déchets, donc si on pouvait les exploiter, ça serait intéressant.
Voilà, c'est les résidus de bois, le bois de démolition, les combustibles solides de récupération, etc., etc. Et donc là, le principe, c'est d'utiliser des conditions beaucoup plus fortes. Hein. Ce n'est pas 40 degrés, ce n'est pas des bactéries, c'est des réacteurs, qu'on met à quand même température très élevée, 400-500 degrés, et qu'on chauffe dans des conditions avec certains catalyseurs. Et là aussi, on obtient du carbone. Et puis tout un mélange de gaz, là aussi, il faut purifier, et puis on peut sortir du méthane pur. Donc on verra si ces choses-là se développent. Et il y a quelque chose qui est encore moins mature, si on peut dire. Là, il y a très peu de projets, ou pratiquement pas. Enfin, il y a des manips dans les laboratoires, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la gazéification hydrothermale. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup pour traiter des déchets, des boues, des résidus, et notamment des résidus qui ne peuvent pas retourner au sol. Il y a des digestats qui ne sont pas épandables. Hein. Donc il faut aussi qu'on en fasse quelque chose. Ce sont des déchets. Ça pourrait être traité de cette façon-là. Bon, là, c'est un procédé thermochimique à nouveau. Alors, c'est une autre façon de faire le boulot. À pression élevée, à haute température. Là aussi, on obtient des mélanges de gaz, purification. Voilà. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, j'en ai fini avec le gaz. Vous avez pu voir un peu les technologies possibles, la maturité et ce qui ne l'est pas. Et je passe maintenant à la partie carburant, biocarburant liquide, la troisième et dernière classe des dérivés de la biomasse. Alors, biocarburant, alors, je vais vous parler de 3 générations de biocarburants. Il y a les biocarburants de première génération. Comme vous le verrez, ce sont les carburants qu'on utilise massivement aujourd'hui. On ne sait pas faire autrement, il n'y a que ça. Donc c'est en gros des dérivés donc, de type éthanol ou des huiles qui sont tirées de ressources, notamment pour l'essentiel de plantes ou de cultures vivrières. Alors, d'un côté, vous avez la production d'éthanol à partir de betteraves, de canne à sucre, de blé, de maïs, etc. Tout ça est très riche en sucre. Et ces sucres peuvent être ensuite, par exemple par fermentation, transformés en éthanol. Et comme vous le savez, déjà, on met de l'éthanol dans l'essence. On peut mélanger ça dans l'essence. Et puis vous avez aussi des huiles de colza, de tournesol, qui peuvent être transformées en huiles plus pertinentes pour la combustion. Je ne rentre pas dans le détail, il y a des étapes de transestérification, d'hydrotraitement, d'hydroisomérisation, etc. Et vous pouvez à ce moment-là mélanger. Donc vous avez une sorte de ce qu'on appelle un biodiesel en mélangeant ces huiles au gasoil ou au kérosène. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors, ces carburants de première génération sont très critiqués. Ils ne seront probablement pas, en tout cas dans un pays comme la France et probablement pas en Europe, augmentés massivement. Et ils sont très critiquables. Le bilan énergétique est peu favorable, le coût environnemental est élevé, et puis surtout, vous voyez, tout ça, c'est la compétition directe avec la production alimentaire. Ici, la définition d'ailleurs de première génération, c'est toutes les ressources qui sont aussi utilisées pour la production agroalimentaire. Donc ça pose un problème, il y a une limite, on ne pourra pas en faire massivement. Ensuite, on passe au carburant de seconde génération. Donc l'idée ici, c'est de dire il y a des plantes qui ne sont pas comestibles, bien sûr. Donc est-ce qu'on peut les récupérer pour faire des biocarburants ? Et puis, il y a des parties de la plante qui ne sont pas comestibles. Donc, est-ce qu'on peut récupérer ces parties-là pour faire des biocarburants ? Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
70% de la matière d'une plante, c'est de la lignocellulose, je vais en dire quelques mots, qui est très difficile. On ne la mange pas. Hein. Enfin, vous savez que nous ne mangeons pas du bois nous-mêmes. Donc c'est très difficile à décomposer. Il faut des procédés thermochimiques pour le faire, et qui sont pour l'essentiel immatures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lignocellulose? En fait, si vous prenez une plante, vous regardez les cellules de ces plantes et les parois de ces cellules, et là, vous êtes en face de quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est une intrication de polymères appelés cellulose, hémicellulose, lignine, et notamment la cellulose, ce sont des polysaccharides, donc c'est des polymères remplis de sucre, hein, qui sont représentés ici. Vous voyez des chaînes de glucose. Donc c'est très riche en sucre, donc très riche en énergie. Simplement, c'est hyper réfractaire à toutes sortes de traitements. C'est très difficile à transformer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de biocarburant de seconde génération aujourd'hui. Hein. Néanmoins, j'y reviendrai, mais il existe des micro-organismes qui consomment ces matières lignocellulosiques. Ça nous inspire pour trouver des procédés, hein, pour la traiter. Et notamment, donc, ces micro-organismes ont des enzymes qui s'appellent des cellulases, qui ont cette capacité de dégrader ces parois de plantes, et donc, en gros, de dégrader la cellulose et l'hémicellulose. Et puis il y a un autre polymère, c'est la lignine. Donc c'est un polymère de composés phénoliques, et là aussi c'est pareil, ce sont des polymères extrêmement stables, extrêmement rigides, qui sont très difficiles à dégrader. Néanmoins, là aussi, il y a des procédés naturels, il y a des champignons qui ont des enzymes pour dégrader ces lignines. Alors là, ça ne se fait pas par hydrolyse, ça se fait par oxydation. C'est en utilisant l'oxygène de l'air. Et ce sont tout ça, des composés extrêmement difficiles à traiter, à transformer. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, et c'est aussi une des recommandations que l'Académie a faites, hein, c'est d'insister. On n'avance pas beaucoup, hein, je dois dire, parce que moi, je m'étais intéressé à ces biocarburants de seconde génération il y a longtemps, et j'ai l'impression que ça coince, qu'on n'avance pas beaucoup. Voilà, c'est difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter la recherche. Au contraire, plus de recherche, plus d'innovation dans ces domaines. Bon, ça, c'est pas la peine de répéter ça. Voilà, donc, à nouveau, donc, les intrants, c'est tout un tas de résidus agricoles, de plantes dédiées, etc. Donc tout ce qui n'est pas mangeable, ni par les animaux, ni par les hommes, et développement de technologies. Alors, thermochimiques, là, il faut de la chaleur, des catalyseurs, de la pression pour s'attaquer à ces polymères, pour aller jusqu'à des hydrocarbures, des huiles qui vont être mélangées au gasoil. Et puis, effectivement, là, on entre dans des intrants qui permettent aux biologistes d'intervenir. Parce qu'en effet, j'ai parlé de champignons, j'ai parlé de micro-organismes, j'ai parlé d'enzymes. Donc, effectivement, il peut y avoir des procédés biochimiques, enzymatiques, cellulaires qui participent. Et il y a de la recherche, hein, dans ce domaine pour décomposer ces polymères en éthanol, par exemple, qu'on peut ensuite, qui est un biocarburant. Et puis il y a la troisième génération. Alors là, c'est encore moins mûr que, enfin, moins mûr, ça ne veut rien dire, mais c'est pas mûr non plus. Troisième génération. Et là, c'est la perspective d'utiliser des algues, des microalgues, pour produire des huiles. Alors, vous savez que les microalgues sont massivement présentes sur la planète, et en particulier dans les océans, et c'est un des
des gros consommateurs de CO2 par photosynthèse. Ce sont des micro-organismes photosynthétiques. Hein. On en a besoin de ces microalgues sur la planète. Elles consomment beaucoup de CO2. Et puis aussi, par le phénomène de la photosynthèse, ce sont elles essentiellement qui nous fournissent l'oxygène que nous respirons. Donc elles sont assez utiles. Mais ici, on s'y intéresse par leur capacité à produire pendant la photosynthèse des molécules extrêmement élaborées, et en particulier des huiles qu'elles excrètent. Vous voyez ici, c'est juste une image assez intéressante. Vous avez en rouge les microalgues, et en vert, ce sont des gouttes d'huile qui sont excrétées. Donc, en particulier, vous notez que c'est particulièrement efficace de récupérer ces huiles dans ces conditions-là. Donc, ce sont des outils assez intéressants, et ça donne des huiles qui peuvent être mélangées à nouveau, enfin, qu'on peut transformer en hydrocarbures, en ester d'huile pour mélanger au gasoil, au kérosène, etc. Bon, alors, on imagine, lorsqu'on parle de ça, des fermes d'algues, vous voyez, ça c'est une vision théorique, des fermes d'algues qui seraient soumises à un rayonnement solaire et qui produiraient constamment des huiles qu'on récupérerait. Bon, simplement, on est très loin du compte. Il y a certains endroits où on continue à travailler dessus, et les industriels ont beaucoup abandonné. Il y a des start-up qui continuent. Enfin, tout ça, ça fait partie de la recherche, mais on est très, très loin du compte. Il faut sans doute trouver de nouvelles souches d'algues plus efficaces, de nouveaux photobioréacteurs. Et puis, il y a aussi cette idée que finalement, c'est un peu... c'est un peu idiot d'avoir ces organismes qui produisent des molécules aussi riches, aussi variées, à si haute valeur ajoutée pour les cramer, quoi, hein. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus, et sans doute, et c'est déjà le cas, les microalgues, la production des microalgues est plutôt utilisée est exploitée, au contraire, pour faire de la chimie fine et produire des molécules qu'on met en remplacement de la pétrochimie. Voilà. Alors, l'idée, bien sûr, c'est on va passer du pétrole au biocarburant. Enfin, voilà. Est-ce qu'on pourrait faire ça à nouveau en se disant ça peut avoir un certain nombre d'avantages, puisque, à nouveau, en continuant à consommer des carburants liquides comme le pétrole, mais qui seraient bio, on maintient des infrastructures, y compris des voitures thermiques, entre guillemets. Hein, c'est ça l'idée, des voitures thermiques, mais ça ne serait pas fossile, ça serait biocarburant. Avec un impact CO2 évidemment beaucoup plus faible. Alors les ordres de grandeur aujourd'hui, vous voyez donc, voilà tous les différents produits issus du pétrole, hein, des petits poids moléculaires, propane, butane, essence, kérosène, diesel, mazout, voilà. Et en descendant, vous avez des fractions de plus en plus lourdes, hein, du pétrole. Tout ça, c'est l'ensemble des produits pétroliers qui aujourd'hui correspondent à, vous voyez, c'est en France, hein, 620 TWh. J'ai dit tellement de fois, mais c'est colossal. C'est 620 sur 1600 TWh que nous consommons d'énergie tous en France. Donc c'est une part énorme. Et le transport, vous voyez, est très important. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des biocarburants ? On en est très loin. Et la question se posera, est-ce qu'on peut monter très haut ? Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est à peu près une trentaine de térawattheures qui se divisent en grande majorité en biodiesel, plutôt, hein, donc, mais de première génération, hein, vous voyez, 25 TWh, et de l'éthanol, là aussi de première génération, 25,7 pour faire 32. Et pour une si petite quantité d'énergie, nous utilisons déjà en France à peu près 3,5% de la surface agricole utile, ce qui est déjà beaucoup. C'est à peu près un département moyen. Pour faire pas grand-chose, hein. Et donc, quand on voit les scénarios, vous le verrez, hein, vous l'avez déjà vu dans mes dernières dias de la semaine précédente, mais dans les dias
de la prochaine fois, dans le prochain cours, parce que là, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on atteint des chiffres de cet ordre-là, donc est-ce que ça veut dire que c'est multiplié pratiquement par 5 ? Est-ce qu'on va, dans ce cas-là, consacrer 5 départements à la production de biocarburants ? Sûrement pas, hein. Mais c'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Oui, aujourd'hui, donc à nouveau, hein, c'est juste pour dire que c'est essentiellement des biocarburants de première génération qui posent tout un tas de problèmes. Mais vous voyez que, alors que l'argument, c'est on a de la forêt, on a de la biomasse en France, donc faire des biocarburants, c'est une stratégie de souveraineté énergétique. En réalité, déjà maintenant, avec 32 TWh, ça ne marche pas. Parce que 38% des volumes de colza qui sont incorporés dans les carburants sont d'origine française. Le reste est importé. Donc là aussi, c'est une autre question, mais je n'ai pas le temps de l'aborder. C'est est-ce que l'approche biomasse, bioénergie, est véritablement une source de souveraineté énergétique ? C'est peut-être pas sûr. Voilà. Alors ici, je vais rapidement passer sur toute une série d'inconvénients de la biomasse, au-delà du problème de compétition avec la surface et la production agroalimentaire. Premièrement, en termes de densité d'énergie par surface, ici, vous voyez, c'est des térawattheures par kilomètre carré, hein, donc c'est la quantité d'énergie qu'on peut extraire par unité de surface. C'est la pire, c'est le dernier de la classe, la biomasse. Comparé à toutes les autres sources d'énergie, ce papier est vraiment très, très riche et très, très bien fait. Vous voyez que par rapport au nucléaire, c'est pratiquement 4 logs de différence, hein, c'est un facteur 10 000, presque 10 000, enfin un peu moins. Et c'est très loin de toutes les autres sources d'énergie. Donc ça, c'est un problème. De sorte que quand vous regardez, par exemple, ça c'est un scénario net zéro énergie, NZE, de l'Agence internationale de l'énergie pour la planète, je crois. Hein. Et donc vous avez ici la production d'électricité en térawattheures. Et vous voyez, la biomasse, c'est 3%. Donc il y a plein de PV, il y a plein de vent, évidemment, il y a un peu d'hydroélectricité, il y a un peu de nucléaire, etc. Donc ça, c'est un scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Et à droite, vous avez la surface utilisée pour produire ce scénario-là. Donc vous voyez, la biomasse, c'est une surface absolument massive, et donc ça pose véritablement un problème. Deuxième problème, le bilan énergétique est aussi faible en termes de donc ROI, hein, Energy Return of Investment. Donc c'est le rapport entre E-out, c'est l'énergie que finalement on a après toute la chaîne, hein, de la culture jusqu'à la production d'un biocarburant, d'un biogaz. Donc c'est la quantité d'énergie qu'on a, qu'on peut brûler et consommer, rapportée à l'énergie E-in, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on a investie pour arriver jusqu'à la fin du procédé. Et comme vous le voyez ici, c'est un des pires de la classe aussi. On arrive dans cette étude-là, 2 études convergentes autour de 4. Ici, à nouveau, le nucléaire, l'hydroélectricité, les fossiles sont très largement au-dessus. C'est la même chose ici dans cette étude. Hein. C'est une étude de l'Académie des sciences allemandes, Léopoldina. Donc en bas, vous voyez le vent, l'énergie nucléaire, etc. Et puis ici, vous voyez un certain nombre de biocarburants. Et vous voyez qu'il y en a... Alors certains, c'est assez bon. Ici, voilà, du bioéthanol au Brésil à partir de la canne à sucre. Là, ça commence à devenir sérieux, mais il y a tout un tas d'autres biocarburants où c'est à peine un. Hein, donc, toute l'énergie qu'on a récupérée, en fait, on l'a perdue dans toute la chaîne. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y en a très, très peu d'études comme ça. Et ça me paraît extrêmement important. En termes de bilan carbone, là aussi, hein, il y a très peu d'études. Je vous en montre une ici.
Si 100% ici, c'est les émissions de CO2 par combustion de carburants fossiles, vous voyez que en termes de biodiesel, il n'y a pratiquement aucun biodiesel qui tient la route. Et en termes de bioéthanol, oui, là, il y a quelques... Mais c'est quoi? C'est un facteur 2. Donc ce n'est pas zéro carbone. Hein. Il n'y a rien qui est zéro carbone. Hein. On n'arrête pas de nous parler de zéro carbone, mais il n'y a rien qui est zéro carbone. En tout cas, un biocarburant, ce n'est pas zéro carbone. C'est encore beaucoup de carbone. Enfin, aujourd'hui, parce que pour le faire, on utilise des fossiles. Hein. C'est ça un peu. Peut-être demain, on utilisera des biocarburants pour faire des biocarburants, mais enfin, là, on n'y est pas. Bon, le coût, j'y reviens pas, mais c'est à peu près ce que j'ai dit. Ça, vous vous souvenez, j'avais parlé de 90 € pour le biogaz. Et ici, c'est une étude de l'ADEME, hein, vous voyez, qui est pas loin, 100, 150. Alors, là aussi, hein, je vous montre juste, je répète, le prix du gaz, le prix des nouveaux gaz, hein, des gaz renouvelables, évidemment. Aujourd'hui, ils sont assez élevés, ils sont trop élevés pour être exploités massivement, mais à nouveau, la comparaison dépend du prix du gaz naturel. Et comme vous le savez, ici, c'est une courbe de variation du prix du gaz depuis 2021. Vous savez que ça a énormément évolué. C'est très sensible aux conditions géopolitiques. Mais vous voyez, ici, c'est monté jusqu'à 300 € par mégawattheure. Bon, aujourd'hui, on est là. J'avais regardé un peu avant Noël où est-ce qu'on en était. C'était 32 €. Bon, on peut imaginer donc voilà, 40-50 € par mégawattheure, c'est à peu près ce qu'il faut viser. Voilà. Alors, je termine avec un certain nombre de rapports qui se sont penchés sur la pertinence de ces approches. Un rapport de la Cour des comptes en France, 2021, qui conclut ces choses-là. Pas d'amélioration de la dépendance. Alors la dépendance, hein, sous-entendu, vous savez, nous importons tous nos fossiles. Hein. Donc en passant à des biocarburants ou de l'utilisation de la biomasse, pour le moment, la dépendance n'est pas résolue parce que le solde global des échanges commerciaux en biocarburants est négatif et déficitaire aujourd'hui en France. Et pourtant, on n'en consomme pas beaucoup. Et ça diminue en plus. Enfin, ce qui diminue, c'est ce qui est produit en France. Évidemment, il y a un impact négatif sur le prix des denrées alimentaires. Il y a une utilisation abusive de la surface agricole. Hein. Je ne fais que répéter ce que dit la Cour des comptes. Le bilan environnemental et le bilan carbone est décevant. Et il n'y a pas de stratégie claire pour la filière. Ici, une autre étude, c'est un papier qui a été publié dans le Proceeding de l'Académie des sciences américaine en 2022, ce sont des auteurs qui ont fait un bilan après 17 ans d'application d'une directive américaine qui s'appelait RFS, Renewable Fuel Standard, qui demandait au système de production de carburant d'augmenter la part des biocarburants dans le transport. Et après 17 ans, donc vous voyez cette référence, mais première conclusion, on n'a pas, alors que c'était dans la directive, on n'a pas introduit le moindre carburant de deuxième génération. On n'y est pas arrivé. On est toujours avec des biocarburants de première génération. Donc il y a des problèmes technologiques sérieux. Et 87%, c'est le maïs. Donc, effectivement, conclusion, le prix du maïs a augmenté de 30% dans cette période-là, dû à cela. Hein, il y a peut-être d'autres sources d'augmentation. La surface cultivée de maïs a augmenté de 8,7%, évidemment. C'est une source pour les agriculteurs, donc ils font de la bioénergie. L'utilisation des engrais a augmenté, ce qui, évidemment, n'est pas très sympathique pour l'environnement. La quantité de polluants a augmenté dans l'eau. Et l'intensité carbone du bioéthanol dans toute cette période, ça va de 0 à moins 24%,
par rapport au gasoil. Donc c'est un gain qui est extrêmement faible. Et vous voyez la conclusion, enfin je la traduis si vous voulez, nos résultats suggèrent que des progrès sérieux technologiques et politiques sont nécessaires pour réussir ce que devrait être la production et l'utilisation de biocarburants en termes de bénéfices environnementaux. Enfin, je ne le savais pas, enfin, je n'avais jamais regardé ça, je termine là-dessus. Il y a une Cour des comptes européenne, et il s'avère qu'en 2023, la Cour des comptes européenne a publié un bilan sur l'aide de l'Union européenne en faveur des biocarburants durables dans les transports. Et c'est assez édifiant. La politique de l'Union européenne en matière de biocarburants est dépourvue de perspectives à long terme. Bon, alors ça, c'est de la politique. Évidemment, ça change en permanence. Donc j'imagine que les gens qui sont dans le secteur et qui sont utiles, ils font de la recherche, ils essayent de comprendre comment on peut avancer dans tout ça. Évidemment, ils n'ont pas une vision très claire de ce qu'on leur demande et des moyens qu'on leur fournit. Ça, c'est évidemment des choses dont j'ai déjà parlé. La durabilité, enfin la soutenabilité des biocarburants ainsi que la disponibilité et le coût de la biomasse sont problématiques. Alors ça, j'y reviendrai sur la disponibilité, c'est le cours de la prochaine semaine. Problème de durabilité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre sont surestimées. Problème de disponibilité de la biomasse limite le déploiement des biocarburants parce qu'ils sont de première génération et leurs coûts élevés font qu'ils ne sont pas économiquement viables. Voilà ce que dit la Cour des comptes européenne en 2023. Et le déploiement des biocarburants avancés, donc ces deuxième et troisième générations, est plus lent que prévu. Enfin, il n'est pas simplement plus lent, il n'y en a pas. Le financement de l'UE cible la recherche sur les biocarburants avancés. Donc ça, c'est important. Mais il s'avère difficile d'intensifier la production de biocarburants avancés. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit sur le fait que... alors ça, c'est un autre aspect, mais sur le fait qu'en effet, il faudrait aller vers ces biocarburants. De toute façon, on n'ira pas beaucoup plus haut en biocarburants de première génération, ça pose trop de problèmes. Et donc, aujourd'hui, on est... alors, tant mieux pour les chercheurs, et puis tous ceux, demain, les jeunes qui sont intéressés par ce problème, ils ont des magnifiques projets de recherche à développer pour la deuxième et la troisième génération. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là. Voilà, c'est ma dernière diapositive. On verra. Aujourd'hui, on en est là. La biomasse, c'est à peu près 170 TWh de consommer. Vous voyez ici les fameux biocarburants à 30, le biogaz, le bois. Enfin, c'est surtout le bois aujourd'hui. Et tous les scénarios français, en tout cas, évoquent ce fameux 450, ici j'ai mis 430, mais à la louche, 450 TWh. Donc de toute façon... il y a tout un tas de recherches à faire sur l'exploitation de toutes ces biomasses, mais la question qu'on posera, au-delà de ces choses-là, qui sont absolument essentielles, et dont je ne parlerai pas la prochaine fois, il y a une question de disponibilité, mais il y a aussi une question de savoir développer ces technologies à grande échelle en s'assurant, et vous avez vu que ce n'est pas gagné, qu'on va limiter les impacts sur les sols, qu'on va faire des analyses environnementales, des analyses de cycle de vie très sérieuses, retour sur énergie, émissions de CO2, et évidemment, il faut que tout ça soit économiquement tenable. Le consommateur ne va pas acheter des biocarburants ou du biogaz qui seraient 3 ou 4 fois plus cher que le gaz fossile, ou alors il arrêtera de se chauffer et de se déplacer, mais pour le moment, voilà.
c'est là où on en est. J'espère avoir été assez clair sur ce que sont ces dérivés de la biomasse, ce qu'est la biomasse, les difficultés de transformation et tous les inconvénients qui se présentent à nous, mais qui imposent de la recherche. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.